Justine, On attend un petit peu, ça s'inscrit, enfin ça s'ouvre. c'est pas grave. Ils vont s'inscrire. Ils vont rater le début, mais c'est pas grave. C'est que ça monte rapidement là. On se laisse encore 2 minutes histoire que ça. Non, 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 il faut commencer. Il faut commencer. L'heure, c'est l'heure. On commence Ok. alors. Bon bah Damien, à toi l'honneur. Très bien. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par le Collège d'urgence de l'Association nationale des infirmiers en pratique avancée, qui aura pour thème ce soir le trouble de la repolarisation, quand s'inquiéter. Ce webinaire est donc organisé ce soir par le docteur Pierre Taboulet, qui est cardiologue et urgentiste, par Flavie, qui est infirmière aux urgences du Kremlin-Bicêtre et étudiante IPA mention urgence, Caroline Ferrand, également infirmière aux urgences d'Arcachon et étudiante infirmière en pratique avancée, moi-même, Damien Nodo, aux urgences de Fontainebleau et étudiant infirmier en pratique avancée, ainsi que Justine, infirmière en pratique avancée mention urgence aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph. Dans un premier temps, nous verrons donc les, une petite présentation de l'ANFIPA, l'Association nationale des infirmiers en pratique avancée, pour ensuite parler des objectifs de ce webinaire et enfin terminer sur un petit point législatif. Alors, donc, bonjour, moi c'est Justine Béliard. Effectivement, je vais revenir rapidement sur ce qu'est l'ANFIPA. L'ANFIPA, c'est l'Association nationale française des infirmiers en pratique avancée. Cette association, donc notre association a été créée en 2019 suite à la parution de notre décret en juillet 2018. Et en fait, c'est une association qui a été fondée via l'ANFID, qui était elle-même l'Association nationale française des infirmières et des infirmiers diplômés et étudiants. On est divisé en plusieurs collèges qui correspondent à chacune de nos mentions. Donc voilà, pour l'organisation. Les missions de l'ANFIPA sont multiples. Nous avons pour vocation de faire de la formation, de l'information, de participer aux différentes publications professionnelles et scientifiques au travers de différents partenaires, notamment la HAS, la SFMU, d'autres partenaires. On participe à faire évoluer le métier d'infirmier en pratique avancée. On a donc un rôle également de représentation et de promotion de la profession infirmière. Nous ne sommes pas un syndicat, nous n'avons pas vocation à l'être. Les webinaires sont organisés pour le Collège Urgence depuis environ 2 ans et nous en sommes à notre quatrième webinaire. Le dernier était donc sur la neurologie. Ils sont disponibles sur le site. Un petit aperçu rapide de nos partenaires. Alors, pourquoi on s'est posé la question de réaliser ce webinaire? Déjà, c'est parti d'une question de terrain, effectivement, des questionnements qu'on avait dans notre pratique quotidienne. Et puis, c'était la nécessité d'avoir accès à une formation continue aussi, pour laquelle on a encore très peu accès actuellement, vu qu'on a une profession qui est très jeune. C'était la nécessité d'approfondir nos connaissances sur les techniques et l'interprétation de l'ECG. Et puis, c'était l'occasion d'améliorer la pertinence de nos prises en charge. Effectivement, généralement, on est confronté à un dilemme. Souvent, c'est à quel moment je dois informer euh, le senior de telle ou telle anomalie, à quel degré d'urgence je dois réaliser une interruption de tâche auprès de mon senior. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se donner les outils pour dire, ben, OK, là, on a peut-être un peu plus de temps. Là, par contre, il faudra y aller un peu plus rapidement. Et puis, c'est l'occasion de favoriser les échanges interprofessionnels, effectivement. Vous connaissez peut-être pas pour tout le monde, même si la plupart là sont des IPA, mais pas que. C'est une mention, la mention urgence qui est encore très jeune et qui nécessite aussi qu'on sensibilise les gens et d'où l'intérêt de ce webinaire, c'est de comprendre comment on fonctionne, quelles sont nos missions. Voilà. Un petit point sur l'aspect législatif. Donc
Le métier d'infirmier en pratique avancée est encadré par la loi. C'est l'arrêté du 18 juillet 2018 qui définit les actes que l'on est apte à demander, interpréter ou réaliser soi-même. Il y a donc deux annexes. Une annexe 1 qui définit les actes que l'on est apte à demander et à interpréter. Et l'annexe 2, c'est celle qui concerne l'électrocardiogramme que l'on est donc habilité à demander. Je voudrais faire un petit point particulier sur le décret des infirmiers diplômés d'État, donc les infirmiers en soins généraux, qui peuvent réaliser des actes sous prescription médicale et depuis très peu de temps, qui peuvent réaliser des actes sous prescription médicale et infirmier pratique avancée, ce qui veut dire que l'électrocardiogramme en fait également partie, ce qui change un petit peu aussi notre degré de responsabilité et également notre notre degré aussi de notre degré Mhm. le degré d'urgence que l'on doit fixer et c'est pourquoi on doit se former et consolider nos bases. Juste pour vous dire, là, vous aurez l'occasion de répondre, enfin de poser des questions au sein du chat. On fera un combiné de toutes ces questions à la fin de la séance. On répondra à ces questions du coup sur une dizaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au sein du chat. On est là, on les prend en compte. Les filles Flavie et Caroline Ferrand s'occuperont d'en faire un amas de questions à poser à notre cher docteur Taboulé. Mhm. J'arrête le partage et on passe la main. Tac. Très bien. Alors donc, certains d'entre vous donc me connaissent. Peut-être vous savez pas tous qu'en fait ma vocation c'est pas forcément d'être cardiologue au départ, c'est d'être urgentiste et d'évaluer l'urgence. Et l'électrocardiogramme, ça répond bien à cette question qui est est-ce que ce patient il est urgent que je le trie et que je le confie, que je le mette comment dirais-je en condition. Donc c'est pour ça que je suis très content de travailler avec vous. Les infirmières de pratique avancée, j'y crois beaucoup. Je croyais beaucoup à la formation des infirmières. Et j'ai beaucoup participé à l'échelle de triage des infirmières aux urgences et j'espère que vous passez un bon moment avec nous pour apprendre quelque chose. Il y a une petite quarantaine de diapos, mais environ 30 électrocardiogrammes. Bien évidemment, je ne vais que vous mettre le pied à l'étrier en partageant dès maintenant, donc si j'y arrive, partager mon diaporama et en espérant que tout ça va vous intéresser euh, un maximum. Donc j'espère que vous voyez bien tout maintenant. On va commencer par une première diapositive parce que la repolarisation est toujours dépendante de la dépolarisation. Vous n'allez pas forcément tout comprendre tout de suite, mais ces termes sont importants à comprendre. La dépolarisation, c'est quand le cœur finalement devient électriquement différent et il envoie un message électrique sur la paroi que vous allez capter, la paroi thoracique, et ça va vous donner des déflexions qui ont des termes très précis. Il faut comprendre qu'un électrocardiogramme, c'est l'évaluation du muscle qui est sous l'électrode. Donc, l'onde R, c'est la quantité de muscle qui est activée sous votre électrode ou sous votre dérivation. L'onde Q, c'est ce qui se passe avant et de l'autre côté du territoire, parce que le cœur ne fait que se décharger positivement sur un électrocardiogramme. Ce que vous enregistrez, l'onde Q et l'onde S, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Déjà, c'est une des premières choses à comprendre. Ici, je vous ai mis la terminologie, pour nous, les médecins, petit r, etc., surtout pour insister sur les couleurs vertes que je vous ai écrites qui sont les aspects habituels des déflexions cardiaques normales. Et la première chose à connaître avant d'étudier la dépolarisation, c'est quand même de vérifier que avant d'étudier la repolarisation, c'est que la dépolarisation se passe bien. Je voulais vous donner cette première information. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que la repolarisation. Il faut comprendre pour cela le schéma suivant. Vous voyez, en haut à gauche, ici, vous avez l'influx dépolarisant qui vient de traverser les oreillettes, le nœud atrioventriculaire, et qui arrive dans le septum. Elle va tout de suite activer l'endocarde du ventricule gauche. Excusez-moi, ça a glissé.
Et c'est important à comprendre, c'est-à-dire que l'endocarde est dépolarisée la première, c'est-à-dire qu'elle perd cette capacité à être négative pour devenir positive, ça crée un courant électrique qui vient vers moi, je le vois, et un tout petit peu après, l'épicarde va être à son tour dépolarisée, et c'est cette différence entre l'endocarde et l'épicarde qui va générer cette fameuse onde R que vous avez sous votre électrode et sous votre dérivation. À partir de la fin du QRS, il y a une période qui s'appelle la repolarisation, pendant laquelle il va y avoir les échanges de calcium qui vont déclencher la contraction. Et c'est le plateau indispensable, ou le segment ST, si vous voulez, c'est un petit peu pareil, où tout le monde, endocarde et épicarde, est au même régime de calcium et de contraction. Et comme il y a un asynchronisme entre l'épicarde et l'endocarde, l'épicarde étant plus rapidement repolarisée, il va y avoir une différence de potentiel progressive qui va s'inscrire sous la forme d'une onde T. Donc ce segment ST, cette onde T, c'est finalement la traduction du travail du cœur pendant ce temps-là, la systole électrique du cœur, on dit, et de sa, comment dirais-je, consommation métabolique très particulière que je vous ai fait figurer à droite ici. Si on ne comprend pas ça, vous allez être embêté. Vous voyez ici, je ne sais pas si je partage toujours là, j'ai un peu perdu. Ah, j'ai dû toucher un bouton stupide. C'est toujours en Euh, partage, là. ah d'accord, parce que je ne vous voyais pas. Je vais le mettre là, ce truc-là, c'est les, les, les caméras. Donc ici, la repolarisation, elle est dépendante de l'oxygène, de l'ATP, de l'hémoglobine. Évidemment, il me faut énormément d'oxygène pour bien me repolariser. Il me faut de l'hémoglobine parce que c'est elle qui transporte l'oxygène. Et il me faut de l'oxygène, donc il va me falloir de l'ATP. Il me faut des canaux calcium et potassium qui marchent bien. Et là, on va toucher aux maladies génétiques dont on va avoir besoin de reconnaître un peu certains aspects. On va toucher aussi la concentration de potassium et de calcium dans le sang, les médicaments, les toxiques et la température. Tout ça, ça va influencer la repolarisation. Donc, je vous demande de bien retenir tout ça parce que c'est indispensable pour la suite. La lecture doit être méthodique. Si vous avez compris que, il y a l'endocarde et l'épicarde, vous avez compris qu'il va y avoir des repolarisations normales et des variantes. Donc, la première chose qu'on va regarder dans la repolarisation, c'est si c'est normal. Donc, il y a des petites choses à connaître. Et puis, malheureusement, eh ben, plus vous êtes un homme, plus vous êtes jeune, plus vous êtes africain, plus vous êtes sportif, plus vous allez avoir des variantes. Et donc, ces variantes, parfois, sont très impressionnantes et vont vous embêter. Donc, il faut autant les étudier que les repopulations normales, surtout chez les gens qui vont bien. D'accord? Chez les gens qui vont bien, il ne faut pas s'affoler devant des choses qui sont assez impressionnantes et qui sont en fait que des variantes. Et on reviendra à un des clés de l'interprétation, c'est quand même de faire de la clinique avant de faire un électrocardiogramme. Il faut savoir un petit peu ce qu'on cherche. Les anomalies secondaires, ce sont celles qui font que la repolation va plus être normale entre l'endocarde et l'épicarde du fait de la tachycardie, de l'hypoxie, de l'anémie. Et puis, comme ce muscle endocarde épicarde génère des QRS très particuliers, quand les QRS sont anormaux, c'est-à-dire la dépolarisation, on verra tout à l'heure que ça va générer une repolarisation anormale. Il faudra tout simplement repérer si les QRS sont normaux ou anormaux. Enfin, on verra l'ischémie aiguë l'infarctus. Là, on vient dans du lourd cette fois-ci. On vient dans de la pathologie. On cherche à repérer s'il y a une ischémie aiguë, une péricardite, des accidents métaboliques des potassium et calcium, ou des médicaments, c'est essentiellement le potassium qu'on cherchera. Et tout ça se fait séquentiellement, c'est donc ce dont on va travailler à partir de maintenant. Voici un premier électrocardiogramme qui est normal versus une repolarisation précoce. Vous voyez, à gauche, la repolarisation est normale, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors déjà, ça veut dire que les QRS sont normaux, hein. Alors les QRS, il faut que dans les dérivations qui sont posées sur le thorax, les ondes R, c'est-à-dire le muscle, poussent bien de V1 à V4 et redescendent ensuite. Et les ondes S qui sont de l'autre côté du septum poussent bien de V1 à V2 puis redescendent. Ça s'appelle une progression harmonieuse des ondes d'air. C'est un électrocardiogramme normal. Avant de dire que c'est une repolarisation normale, il faut être sûr que la dépolarisation ne soit pas anormale. Et vous voyez ici qu'il y a des petits critères pour nous aider.
ils sont que les QRS sont normaux. Il n'y a pas cette petite onde J qu'on va trouver tout à l'heure ici. Il n'y a pas, il y a un très léger sus-décalage ici qui est physiologique en V2, V3. Vous voyez, par rapport aux autres dérivations, ça sus-décale un peu. Et chez l'homme, ou chez la femme, ou chez l'Africain, ou chez les sportifs, ça va sus-décaler un peu plus. Parfois, ce sont des variantes de la normale. Elles sont trompeuses, mais on va apprendre à les reconnaître. Et ici, vous avez un dernier critère, c'est que les ondes T sont inférieures en général à 75% du QRS. Si vous avez ces notions en tête, pour repérer un électrocardiogramme normal, c'est vraiment le minimum à connaître. La repolarisation précoce, c'est une variante tout à fait normale dans 99,99% des cas, qui se traduit par une onde J. Vous voyez, cette fin du QRS-là, il n'y a pas là. Cette fin du QRS. Ensuite, le ST est un petit peu plus sus-décalé que là. Il est un peu en hamac. Et l'onde T est un petit peu ample et pointue, légèrement comme ça. On dirait qu'on peut se coucher sur ce hamac et mettre les pieds ici. Et cette repolarisation précoce peut s'étendre à d'autres dérivations, mais elle est maximum en général en V3, V5. Donc, première chose, quand vous voyez des choses que vous ne connaissez pas, pensez aux variantes de la normale et notamment à la repolarisation précoce. Alors, ici, je vous ai montré, toujours dans les variantes de la normale, vous retrouverez tout ça sur le site, mais c'est important. D'autres aspects, là, il y a une onde J, là, elle est un petit peu moins visible, là, il y en a encore une, et là, il y en a encore une. Donc, vous voyez que les ondes T sont parfois très amples, de façon proportionnelle au QRS, mais il y a toujours le caractère harmonieux des QRS qui sont amples, qui sont parabotés, les ondes R sont bien là, le muscle est bien là. C'est très important de vérifier que le QRS est bien partout. Et le fait que ça soit ample, ça n'a aucune importance. Ça veut tout simplement dire qu'il est jeune, qu'il est plutôt africain et que c'est un homme. Voilà, la signature électrique d'un homme, c'est là, il n'y a pas de femme qui soit capable de faire ça. C'est pas possible d'arriver à faire. Enfin, je n'ai jamais vu 18. Ben, tout est possible dans la nature. Mais disons que si je devais parier, je dirais que c'est une femme. Vous voyez, avec un peu d'habitude, on peut même un peu sexuer les électrocardiogrammes. Et ça, c'est une représentation précoce. Encore, tous ces électrocardiogrammes, il faut les avoir dans l'œil avec ces quatre critères que je vous ai écrits là-haut. Je suis obligé de passer, hein, c'est pas un cours avec je ne veux pas vous assommer avec trop de détails. Ouais, on va commencer encore par une repolarisation. Vous voyez, cette fois-ci, ce qui est surprenant chez cette femme de 31 ans qui est en crise d'asthme, que vous pouvez voir aux urgences, c'est cette repolarisation qui, cette fois-ci, est complètement négative. Vous voyez? Or, je vous ai jamais dit qu'il y avait des choses négatives dans les normales. Alors ça, c'est facile, hein. Quand c'est négatif, c'est jamais une variante de la normale, il se passe quelque chose. La première chose qu'on évoque devant une anomalie, que ce soit un sous-décalage ou un sus-décalage, c'est que c'est un comment dirais-je, une anomalie secondaire, soit à la tachycardie, soit à l'hypoxie, soit, on va le voir tout à l'heure, au QRS. Ici, vous voyez qu'elle est très rapide, cette dame, hein. Elle a pris beaucoup trop de Ventolin. Il y a des gens qui peuvent aussi avoir des électros comme ça avec, après avoir fumé du shit ou des amphètes. Ils font une crise d'angoisse, ils arrivent aux urgences, tout simplement, ils sont angoissés. Et ils ont des électrocardiogrammes avec cette particularité. Il y a quand même des ondes T, hein, cette fameuse contraction de l'oreillette qui précède le QRS à la bonne distance, une tachycardie sinusale avec un P positif en D1, D2. Et derrière, vous avez cet aspect qui est secondaire à la tachycardie. Tous les QRS sont normaux et le segment ST sous-décale et sous-décale parce que le QRS est ample, on va toujours avoir besoin de ça. Et deuxièmement, le cœur est très rapide, donc la belle synergie qu'il y avait entre l'endocarde et l'épicarde, elle est plus valable. Ça va trop vite pour qu'il y ait une belle synergie pour faire court. Donc, tachycardie sinusale, c'est une anomalie secondaire de la repolation. Je vous l'ai écrit en bas à gauche en bleu. C'est la deuxième anomalie qu'il faudra apprendre à traquer sur un électrocardiogramme. Et plus le cœur va être rapide, et plus vous allez avoir de sous-décalage de ST proportionnel à la longue d'air et proportionnel à la tachycardie. Donc, faut pas vous affoler, c'est pas des infarctus à 200 par minute, c'est tout simplement que le cœur va très vite et que la synchronisation endocarde-épicarde n'est pas possible. Donc, bien retenir cet aspect-là des anomalies de la respiration secondaires à la tachycardie. Ici, nous avons, je vous laisse le regarder un tout petit peu, un électrocardiogramme complètement différent. Là, on voit tout de suite que les QRS sont anormaux. Donc, dès que vous voyez QRS anormaux, repolarisation va être modifiée. Elle ne peut pas être normale, puisque la synchronisation entre l'endocarde et l'épicarde ne peut pas être bonne
ni entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc, on s'attend à trouver des anomalies de la repolarisation, d'accord? Ceci est un bloc gauche, parce que la dérivation 1 et V6 sont les dérivations gauche, donc il y a un élargissement du QRS. Ça, c'est ce qu'il y a sous mon électrode, mais en fait, pour activer tout mon ventricule gauche, il m'a fallu énormément de temps, que ce soit en D1 ou en V6, et donc c'est ça un bloc gauche, quand il y a plus de 120 millisecondes, et qu'il y a un aspect RSR' soit en V1, soit en D1, soit en V6. Et dans ce cas-là, les polarités de la repolarisation doivent être opposées à celles de la dépolarisation, c'est-à-dire que les polarités des QRS et des ST doivent être opposées et proportionnelles. C'est la loi de la discordance appropriée. On m'a demandé de vous en parler. Je trouve que c'est très médical, mais c'est bien d'en entendre parler. Et en fait, ça va vous donner un bagage suffisamment important pour la suite. Je vais en avoir besoin. Vous voyez ici, je vais très vite. Quand il y a un plus, il y a un moins. Quand il y a un plus, il y a un moins. Quand il y a un moins, il y a un plus. Quand il y a un plus, il y a un moins, etc., etc. Les ondaires sont parfaites et tout ça est discordant de façon appropriée. Vous voyez que plus mon onde S est profonde, plus mon ST est positif. Et c'est tout à fait proportionnel. On pourrait même aller, pour simplifier, dire que la surface qui est là est égale à la surface qui est là. C'est pour entraîner vos yeux. Donc, anomalie secondaire au QRS. Alors, en cas d'infarctus, ça c'est ce que je vous ai expliqué. En cas de bloc de branche gauche, la polarité est toujours opposée à celle du complexe QRS. On appelle ça la discordance appropriée. Quand il y a un infarctus, ce qui est le cas dans 3% des cas avec un bloc gauche, bon, ça ne court pas les rues, mais ça fait quand même un malade sur 33, vous allez avoir une perte de cette discordance appropriée, vous allez avoir une concordance. Vous voyez que le segment ST ici, franchement, c'est très simple, hein. Très simple à repérer, vous allez le voir tout de suite. Quand c'est plus, c'est concordant. Quand c'est moins, c'est concordant, c'est pas bon. Et là, c'est bien, mais il va y avoir une autre anomalie, c'est la majoration de la discordance. Vous voyez que ce petit ST+, qu'on attendait avec cette onde S-là, il y a des critères, que ça fait plus de 5 millimètres, ici, ça fait au moins 8, eh bien, c'est pas du tout normal. Donc, un bloc de branche gauche, ce que vous allez surtout retenir, c'est les critères qui sont en rouge, et on va le voir sur l'exercice suivant, parce que sinon je vais trop traîner. Vous voyez ici, euh, un bloc de branche gauche. Je vous laisse regarder et me dire dans quelle dérivation il y a une perte de la discordance appropriée. Alors, ne vous noyez pas, commencez par comme dans un livre, à gauche, et vous descendez de gauche de haut en bas, et ensuite vous passez à la page suivante. C'est un livre, un électro. Il ne faut surtout pas commencer à le lire au milieu comme un tableau, hein. Donc si on commence à gauche, là, tout de suite, on voit que c'est pas tout à fait normal, ça. Ça devrait être négatif, c'est positif. D'accord? Alors, dans quelle dérivation la perte de la discordance est-elle la plus frappante? Alors, vous les regardez tous. Là, il y en a un tout petit peu. Là, il y en a un tout petit peu. Là, c'est bien. Là, il y a un petit peu. Là, ça va. Bon, là, ça va. Bon, là, ça va. Là, c'est moins plus, mais c'est un peu exagéré. Là, c'est moins plus, c'est un peu exagéré. Et quand on arrive ici, vous voyez, là, c'est plus, et c'est très, très net, là. C'est très, très net qu'il y a une concordance, c'est-à-dire que la repolarisation est du même côté que la dépolarisation. Je passe parce que c'est déjà très professionnel. Il y a beaucoup de cardiologues qui ne connaissent pas ce signe. C'est assez triste à le dire, mais ils ont une mauvaise formation souvent sur l'électrocardiogramme. Est-ce que deuxième exercice, parce que c'est bien que vos yeux travaillent, toujours revenir avec cette discordance appropriée de gauche à droite et chercher dans quelle dérivation ça ne va pas. Vous devez être capable, au terme de cet exercice ou après les quiz, de retrouver, parce qu'on va en avoir besoin avec les pacemakers, je vais en avoir besoin avec les ESV, les TV, les tachycardies, je vais toujours en avoir besoin bien au-delà du bloc de branche gauche, cette fameuse discordance appropriée. J'espère que vous avez trouvé les endroits où ça ne va pas. Vous pouvez le mettre sur le chat si vous voulez, mais si évidemment on n'a pas trop le temps, je suis obligé de continuer et vous dire que c'est surtout là que c'est évident, à savoir qu'il y a finalement un ST+. Voilà, on devrait avoir un ST- et il y a un ST+. Donc c'est bien un infarctus, c'est très net ici. Et puis en cherchant bien, bah, il va y en avoir d'autres parce que c'est rare qu'il n'y en ait qu'un seul, il va y avoir moins, 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 moins. Mais c'est moins net. Donc c'est bien un infarctus. Un pacemaker, cherchez la discordance appropriée parce que, je vous l'ai dit, c'est très fréquent, c'est aussi ludique. Partez à gauche et cherchez
la discordance appropriée, vous allez pouvoir voir un infarctus. Je parle des gros infarctus, hein, pas des tout petits où là, il faut être. C'est pas votre métier et déjà, c'est très difficile sur un bloc gauche de voir quelque chose. Donc, sur un très gros infarctus, la base, c'est de chercher la perte de la discordance. On commence à gauche, on cherche. Bon, il y a une concordance, il y a une discordance, mais c'est beaucoup là, hein. Là, il y en a. Là, c'est beaucoup. Et quand on arrive ici, on voit que c'est moins, tout simplement. C'est-à-dire que le QRS est négatif et le point J est en bas, le sous-décalage est du côté du QRS. Il y a une concordance dans 4 dérivations. Ce n'est pas extrêmement compliqué quand on a un tout petit peu l'habitude. Je passe au suivant. Euh, Cette fois-ci, vous êtes un peu paumé parce qu'on a parlé de discordance, des sujets normaux, tachycardie, mais on a dit qu'il y avait plein d'autres causes avant les infarctus d'anomalies qui sont, par exemple, secondaires à l'anomalie du QRS. On a vu les blocs de branche gauche et on va voir maintenant l'hypertrophie ventriculaire gauche. Vous voyez ici, il y a des grandes ondes d'air, beaucoup trop grandes. L'onde S, c'est le petit frère de l'onde R dans la dérivation opposée, c'est ce qu'on a vu. Et l'association des deux, ça s'appelle l'indice de Sokolov. Peu importe si vous ne le retenez pas, mais c'est toujours intéressant d'apprendre qu'il y a des normes, hein. V1 plus V5 doit être inférieur à 35. Et là, si c'est supérieur à 35, et ben là, c'est le cas, on est à 43. Il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Vous n'êtes pas obligé de les retenir par cœur. À vrai dire, quand vous voyez des grands QRS amples, très probablement, il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Et quand il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, il y a une discordance appropriée sous la forme d'un canard. On appelle ça un canard. Dites pas ça aux cardiologues, ils ne connaissent pas le signe, hein. On appelle ça le signe du canard. Parce que si vous regardez bien ici, on a l'impression qu'il y a le dos du canard, là, un petit peu le visage de profil. Sur cette partie-là, on voit son visage. Et quand vous voyez ça, avec respect de la discordance appropriée, c'est très probablement qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Évidemment, ça ne se voit que de façon proportionnelle aux ondes d'air. Donc, je voulais vous parler de l'anomalie secondaire la plus fréquente, celle que vous allez voir chez les malades cardiaques, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche. Il faut vous attendre à ce qu'il y ait le signe du canard quand il y a des grandes ondes d'air comme ça, proportionnelles encore aux ondes d'air. Anomalie secondaire au QRS. Voici, c'est un jeune Africain, afro-caribéen, c'est à la Guadeloupe ou la Martinique par exemple, qui vient, qui joue au football et puis pour une raison ou une autre, vous lui faites un électrocardiogramme. Lui, il est asymptomatique, hein, il va très bien, il a une bonne tension. Et est-ce que cet électrocardiogramme est une variante de la normale ou une hypertrophie ventriculaire gauche? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la question, quand vous voyez les grandes ondes d'air comme ça. La difficulté, c'est déjà de repérer que les QRS sont amples. Dès que les QRS sont amples, vous vous dites, mais c'est normal, c'est un jeune Africain, ou il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Et si vous vous souvenez bien, les variantes de la normale, il n'y a jamais de S témoin. Par contre, dans le cas de l'hypertrophie ventriculaire gauche, il y a un petit canard qui va vous aider à repérer de la HVG. Donc ce patient a certainement une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie du cœur, il ne le sait pas. C'est pas urgent de lui dire, surtout s'il vient pour autre chose. Mais par exemple, un anesthésiste, si jamais, va l'endormir. Si vous êtes dans des milieux de réanimation ou si jamais il a fait un arrêt cardiaque, vous pouvez vous demander, tiens, mais il a quand même le cœur malade, ce patient, il a des grandes ondes d'air et des anomalies de l'impatient. Peut-être qu'il a fait un trouble du rythme. Voilà. C'est pas urgent, il n'y a pas quelque chose à faire à la minute, hein. Mais on fait du dépistage, en l'occurrence, de la HVG. Je voulais vous remontrer un autre Africain de 21 ans. Vous voyez la différence? Les ondes d'air peuvent être extrêmement amples, mais il y a ce fameux hamac. Et là, il n'y a pas de hamac. Voilà. Donc c'est intéressant pour travailler toujours de comparer des électrocardiogrammes les uns avec les autres. Ça m'a pris du temps pour faire cette diapo. Je crois elle est très pédagogique. Voilà. Là, vous avez une femme de 81 ans. C'est la même chose, hein. Les QRS vont être moins amples chez les femmes et moins ample avec l'âge, et moins ample avec une hypertension artérielle ancienne. Les QRS, ce n'est pas le seul signe de l'HVG, mais le petit canard va vous aider à repérer une anomalie secondaire de la repopulation. Il ne faut pas que vous croyiez que c'est toujours des grands QRS. Chez les personnes âgées et chez les femmes, les QRS sont beaucoup moins amples et il faut savoir repérer, en tous les cas, évoquer une hypertrophie ventriculaire gauche comme étant une anomalie secondaire de la repopulation. D'accord? Cette fois-ci, on est dans le symptôme. Alors, dans le symptôme, tout à l'heure, ces gens n'avaient rien ou très peu de choses, mais dans le symptôme, là, ça devient plus embêtant parce que
on va plus poser des questions dont est-ce que ce patient a euh, une complication aiguë cardiaque, hein. Il y en a un certain nombre, l'infarctus, la péricardite, etc., etc. On en verra quelques-unes tout à l'heure. Vous voyez, ici, toujours commencer par regarder les QRS et toujours commencer par là et regarder si les ondes T sont pas trop amples. D'accord? Vous voyez, d'ores et déjà, même ici, je n'aime pas cette onde T, elle fait plus de 75%, c'est pas net, mais là, c'est vraiment net. Là, c'est vraiment net. Et il y a un petit sus-décalage, il y a un petit sus-décalage, il y a un petit sus-décalage. Et il n'y a pas de sus-décalage dans les dérivations inférieures. Jamais. C'était tout à l'heure en V2, V3. Alors en V2, V3, oui, il y a un petit sus-décalage, mais vous voyez que c'est beaucoup trop important ce sus-décalage. Il a à la fois des. Il mange un peu son QRS, là, qui est pas grand. Il a un gros sus-décalage, pas 2 millimètres, il a 4-5. Et il a une montée qui est beaucoup trop ample dans énormément de dérivations. Donc ce patient a un infarctus aigu. D'accord? Donc si vous devez dire, parmi tous les choix que vous avez, c'est quelqu'un de symptomatique, cet ECG, il est trivial. C'est un infarctus occlusif sévère. Voilà. Peut-être que ça passera avec le traitement médical et que ça va régresser, mais au jour où vous le voyez là, il peut fibriller à tout moment. Donc un électrocardiogramme comme ça, je ne le quitte pas des yeux. Si vous saviez le nombre de gens qui retournent en salle d'attente avec des infarctus ST+, parce que les gens ne savent pas les lire, parce qu'ils croient toujours qu'il faut que ça soit énorme. Alors que vous en avez choisi un énorme, là, parce qu'il faut commencer par les énormes. D'accord? C'est une occlusion la plus grave qui soit, celle de l'artère interventriculaire antérieure. On va continuer un tout petit peu par vous en montrer d'autres, parce que c'est important. Ouais, vous voyez que euh, là, ce patient, ce qui est intéressant, c'est l'évolutivité, hein, H0, H1. Ça va même beaucoup plus vite parfois pour manger les ondes R et augmenter les ondes T. Vous voyez comme l'onde T, elle augmente là. Là, j'ai pris celui-là, c'est un infarctus très typique où le QRS est mangé. Il y a un énorme ST+. Là, le QRS est mangé. Il y a un énorme ST+, qu'on dit une onde de Pardy ou en pierre tombale. Et là, évidemment, le patient, en plus, il est tachycarde, il a une pierre tombale. Ça va très, très mal se passer pour lui. Donc, il faut quand même pas dire que ça, c'est une variante de la normale ou autre chose. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des infarctus aigus. Et si vous hésitez, ce que je comprends très bien, sachez que vous demandez un avis d'urgence sur je suspecte un infarctus ST+, ou un infarctus euh, de mauvais pronostic. Je passe sur les détails. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est pas toujours en antérieur, c'est même le plus fréquent. C'est ici, vous voyez ici, là, il y a un sus-décalage important. Le QRS est mangé, et pas toujours mangé au tout début, hein. Il va être mangé un petit peu plus tard. Mais le QRS, c'est d'abord l'onde T, puis le segment ST, puis le QRS, hein. On a vu tout à l'heure que l'énergie, elle s'attaquait d'abord à l'onde T, puis au segment ST sur le premier diagramme que vous avez vu, et ensuite c'est le QRS. Là, on a tous les signes, les ondes T amples, les QRS grignotés, le ST+, le miroir ici, là, en aval, un petit sous-décalage qui n'est pas expliqué là, des extrasystoles ventriculaires, ça va mal se passer pour lui. Lui, il va fibriller, donc on va le mettre dans un des chocs, sans le stresser trop. Si vous le stressez, il va fibriller encore plus. Mais voilà, on fait ça discrètement. Oh, bah écoutez, j'aimerais bien que le médecin vous voie, je vous installe parce que voilà. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant? Pas grand-chose, sauf approcher le défibrillateur, commencer à le perfuser, enfin ce que vous faites quand vous êtes IPA. On ne met pas d'oxygène sauf des saturations. On ne traite pas la douleur sans qu'il y ait un accord du médecin, parce que la douleur, j'ai besoin de savoir, surtout pas par la morphine, j'ai besoin de savoir s'il continue d'avoir mal ou pas. On moniteur la douleur, on le met en sécurité, on le déshabille, on fait sortir la famille, on fait le défibrillateur, on appelle de l'aide. Et là, on a besoin d'être sur une équipe pour ce patient-là. Et vous voyez que c'est parfois c'est le plus fréquent de tous, hein. Là, il est trivial, trivial, mais des fois, c'est pas trivial. Alors, je voulais vous reparler du ventricule et vous voyez le ventricule droit et le septum et voilà. Alors, D3, c'est une dérivation qui est vraiment à droite. Quand vous regardez à la plus à droite du ventricule gauche, hein, si le ventricule droit est là, vous voyez qu'on dit que c'est une dérivation droite, inféro-droite, c'est vrai, je suis à droite, dans une échographie transversale comme ça. Et on voit bien que l'artère coronaire droite est en jeu. Et ici, vous avez le rappel des positions de VL, VR, D1, D2, D3. Donc les seules dérivations qui existent, c'est D1,
D2 et D3. Les autres sont construites, VL, VR VL et VF sont construites. Mais celles-là, ce sont celles que vous enregistrez en mettant sur le poignet gauche, poignet droit et jambe droite. La jambe gauche ne sert à rien, sauf pour faire la mise à la terre. Les trois qui nous intéressent et qu'il faut bien vérifier leur position, c'est les deux poignets, face glabre antérieure, parce qu'on n'a pas besoin de déshabiller le malade. On pourrait le mettre ailleurs sur le bras, ça n'a aucune importance, mais ça, c'est pas intéressant, parce qu'il faut le déshabiller. Et là, vous avez accès il n'y a pas de poils, ça transpire pas trop. Faut pas le mettre sur les artères non plus, hein, sinon, si vous allez avoir des artefacts, et je voulais vous montrer l'importance de la dérivée. Alors, D3, parfois, il n'y a que elle hein, qui va nous montrer l'infarctus. Ici, c'est évident. Vous voyez que D2, il n'y a plus rien. Et VF, c'est un peu moins important. Parce que la coronaire droite, elle est vraiment à droite. Alors, dernier message, parce que je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, c'est que ce que je vous montre, c'est des gros infarcts, mais une IPA doit se méfier. Il n'y a pas de sus-décalage sur un électrocardiogramme, sauf en V2, V3. Or, sur cet électrocardiogramme, il y a un sus-décalage même minime. Et le fait qu'il y ait un sus-décalage minime, dans un contexte favorable, surtout s'il y a des miroirs ou des anomalies des ondes T ou des QRS, ça doit vous faire évoquer un infarctus. Vous voyez? D3, c'est l'infarctus le plus fréquent. C'est celui qu'on rate parce que le QRS est un peu grignoté, parce que le ST est peu sus-décalé, parce qu'en D2, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Oui. On dit D2, D3, VF, mais c'est D3 l'infarctus inférieur. Et la coronaire droite, je veux dire. Voilà, donc il y a d'autres petits signes, mais je passe pour vous aider. Et je rappelle que vraiment, les petits infarctus ne se voient que dans la dérivation des trois. Donc, regardez bien, celle qu'on va rater, c'est D3, et vous allez voir la deuxième dérivation qu'on va rater tout à l'heure. Donc ça, la moindre anomalie doit vous mettre la puce à l'oreille. Alors ici, c'est évident, hein, il y a beaucoup d'anomalies, d'accord? Donc, on va devoir un petit peu les nommer. Vous voyez, il y a plein de S témoins. Il n'y a pas de tachycardie, les QRS ne sont pas modifiés. Mais ça ne peut pas être une anomalie de l'articulation, ça ne peut pas être secondaire à une HVG, parce que c'est trop important, puis il n'y en a pas en plus sur cet électro. Et en plus, il n'y a pas de bloc de branche. Donc, vous arrivez à c'est un infarctus. Et après, on verra les autres solutions, c'est-à-dire les troubles métaboliques, médicaments. Mais là, en situation compatible, un très grave infarctus qui a cette forme-là. Et si vous le ratez, voilà ce qui se passe très vite. C'est pas parce qu'il n'y a pas un ST+, que c'est pas grave. Une fois sur trois, les occlusions coronaires sont graves sans ST+. Et donc, méfiez-vous, n'apprenez pas que le ST+, apprenez le ST-. En voici un exemple. Et je vais vous en montrer un deuxième. Voilà. Alors celui-là, c'est pas tout à fait le même, mais il n'est pas aussi grave. Mais on voit bien quand même qu'il se passe des choses ici. Il y a un QRS qui est anormal, un ST-, il n'y a jamais de ST-, et il y a des T beaucoup trop amples et trop pointus et positifs. Donc ici, il se passe quelque chose. Ah, si vous regardez que ça, il n'y a rien. Vous avez vu? Et vous pouvez vous faire avoir. Donc les premiers qui avaient affronté l'infarctus, vous ne voyez pas les infarctus, parce qu'il n'y avait que ces dérivations-là. Mais maintenant, heureusement, on a celle du thorax, et on le voit bien celui-là, hein. Donc avec un peu d'habitude, on voit très bien l'infarctus à haut risque. Je voulais vous montrer un deuxième exemple. Et voilà, alors je voulais vous faire un rappel sur les trois artères coronaires. La plus importante, c'est l'artère coronaire antérieure. C'est ce gros truc qui court le long de la face antérieure du cœur et qui sépare le ventricule droit et le ventricule gauche. Celle-là, elle est derrière. On la voit pas. Il faut l'imaginer qu'elle est en pointillé. Elle baisse, elle vascularise la face latérale du cœur. Et là, comme je suis en incidence faciale antérieure droite, bah, je vois la coronaire droite qui est ici et qui va rejoindre en couronne l'IVA. C'est pour ça qu'on les appelle des artères coronaires, parce qu'elles sont en couronne. Et celles-ci sont aussi capables de rejoindre cet endroit-là, et elles le font d'ailleurs. Donc, ce qu'on appelle des réseaux collatéraux, il y a des noms à toutes les artères. Donc, plus c'est gros et plus c'est proximal, et moins ça va se passer bien. Et ce patient avait plusieurs petites lésions, dont une à 90% sur l'artère coronaire antérieure. Alors, ici, c'est un patient de 55 ans, il a une douleur, il est fumeur, il a une douleur thoracique. Vite, vous lui faites un ECG, vous savez qu'on doit le faire dans les 15 minutes après l'arrivée. Ou sinon, on appelle le 15 pour qu'il vienne le faire. On ne fait pas de troponine sans ECG sur une douleur, c'est une faute. On ne prélève pas la troponine, on fait l'ECG d'abord. Je veux bien que vous prélevez la troponine en attendant le ECG, mais c'est l'ECG que je veux. Parce que un tiers des infarctus ont une troponine normale au premier prélèvement aux urgences.
Donc, ce n'est pas la première troponine qui compte, c'est au moins deux troponines. Et l'électrocardiogramme, la façon dont il va se modifier dans les quarts d'heure qui suivent sont très intéressantes. Bon, ce patient, vous avez tous repéré DDA, si vous avez commencé, qu'il y a un sus-décalage, ce n'est pas du tout normal. Mais ici, la particularité, c'est qu'il est diffus. La particularité, c'est qu'il est tachycarde, que les QRS sont respectés et qu'il n'y a pas de miroir. Hein. Donc, c'est le petit frère de l'infarctus, c'est la péricardite aiguë. Vous avez vu en bas, je vous l'ai annoncé sous forme de la cinquième chose à rechercher. Ce n'est pas essentiel. Il faut considérer que c'est un infarctus jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est même difficile pour certains médecins de faire le diagnostic. Donc, sachez qu'ils se ressemblent beaucoup et que quand il y a une douleur, ben, de toute façon, on va faire la troponine, on va le monitorer comme si c'était un infarctus. Et c'est après l'examen clinique, l'histoire, le rhume, l'évolution des tracés, la troponine qui bouge très peu, etc. Et l'échographie qui va nous aider. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est un électro plus difficile à voir, mais il faut savoir faire un électro sur toute dyspnée aux urgences, dyspnée inexpliquée, dyspnée, syncope, palpitation ou perte de connaissance et douleur thoracique. Et là le gars a eu un traumatisme fermé du sternum, c'est-à-dire un accident de voiture par exemple, et il peut avoir une dyspnée retardée, il peut avoir reçu un coup aussi, tout simplement lors d'une bataille, il peut avoir tout ce que vous voulez, mais vous voyez que l'électrocardiogramme montre plein de ST+, et c'est tout à fait anormal. Il y a une tachycardie qui ne va pas sur un infarctus, il n'y a pas de tachycardie sur un infarct, sauf s'il est compliqué. Et là, on est à faire encore un ST+ diffus comme tout à l'heure, avec un microvoltage, et donc il faut évoquer l'épanchement péricardique. C'est évidemment pas de votre niveau, mais sachez que péricardite peuvent se compliquer d'épanchement. Péricardite, ça veut dire inflammation. C'est pas les mêmes étiologies, ça peut être du sang, ça peut être du cancer, ça peut être un trauma, ça peut être plein de choses, les épanchements, ça peut être traumatique, etc. Je voulais que vous en donniez un exemple, mais je vous en donnerai pas d'autres. Je voulais aussi vous montrer encore un autre électrocardiogramme. Quand on est essoufflé, c'est intéressant de repérer la tachycardie, le microvoltage, le ST+, très discret ici, hein, puisqu'on en parle. Il est très très discret. Il est un peu comme celui de tout à l'heure. Il est diffus. Et avec le microvoltage, ben, il va falloir évoquer l'épanchement péricardique, la péricardite liquidienne. On voit bien qu'elle est liquidienne parce que tous les QRS sont microvoltés et que bon, bah, le diagnostic, je vous l'ai mis, c'est une tuberculose, mais le temps passe. Donc, on va avancer sur les autres anomalies que vous devez connaître, qui sont celles-ci. Ce patient n'a pas de douleur thoracique, d'accord? S'il en avait une, je vous dirais, il faut toujours penser à un infarctus devant ces grandes ondes T, et ça serait bien. Mais vous avez le droit d'évoquer d'autres choses en fonction de la clinique, de ses antécédents, de son âge, des prises médicamenteuses. Est-ce qu'il y a une rhabdomyolyse, est-ce qu'il a un insuffisance rénale, est-ce qu'il prend des médicaments qui augmentent le potassium, j'en sais rien, moi. Quand on voit ces grandes ondes T pointues comme ça, là, la sixième anomalie qu'il faut rechercher, c'est les anomalies métaboliques, parmi lesquelles les plus fréquentes dans les urgences, hein, dans les hôpitaux, ce sont les hypercalémies. C'est une pathologie fréquente, hein, et souvent mal connue, mal émancipée. Alors, on fait la troponine, il n'y a rien, mais là, c'est une forme relativement facile d'hypercalémie. C'est parfois plus subtil. Sachez que ça a cet aspect-là, c'est-à-dire des ondes T pointues, surtout en V3, V4. Hein. Ça élargit le QRS, beaucoup, beaucoup. Et là, V3, V4, regardez bien, là, le QRS, il est un peu bizarre, on dirait qu'on l'a étiré un peu. Et les ondes T sont pointueux en V3, V4, c'est probablement le meilleur signe, avec les QRS qui sont larges, et puis les ondes P qui ont un peu disparu là. Je ne sais pas où elles sont les ondes P. Hein. Donc c'est vraiment un très beau tracé. Alors 9 millimoles, c'est énorme. Hein. Donc, vous imaginez que je vous ai mis un électrocardiogramme relativement facile. Je vous demanderai de travailler sur le site pour voir beaucoup d'autres hypercalémies, jusqu'à ce que vous ayez dans l'œil ces ondes T pointues. Et puis les autres petits signes comme l'élargissement des QRS et les anomalies du rythme, etc., c'est pas proportionnel du tout à la gravité. Il peut s'arrêter à tout moment, lui, quand même, hein, à 9. C'est tout d'un coup, il n'y a plus rien. Parce que voilà, il n'a déjà pas d'onde P, donc il peut s'arrêter. Il faut savoir monitorer ces gens-là et appeler le réanimateur. Hein. Ça relève de la réanimation. L'urgentiste, le réa, c'est l'hypercalémie, c'est un traitement d'extrême urgence pour lequel il y a des solutions, mais c'est le gluconate de calcium, l'urgence, mais vous ne pouvez pas le faire sans prescription médicale.
C'est inoffensif, il faut mettre une voie veineuse, il n'y a pas de contre-indication. Il faut savoir où aller dans votre chariot d'urgence. Le gluconate de calcium, c'est le traitement de l'hypercalémie de la plus grande urgence. Après, on complétera avec d'autres choses. Voilà, l'hypercalémie, approximativement, voilà les seuils qu'il y a. Avant 6, il n'y a rien. Après, ça commence vraiment à s'élargir, à pointer, etc., jusqu'à ce qu'il y ait ça. Là, il va pas tarder à mourir, le gars, hein. Donc, je voulais que vous ayez ça dans l'œil, mais évidemment, vous le retrouvez sur le site Internet, et c'est une culture générale que je vous donne, hein. Sur cet électrocardiogramme, encore un exemple, je vous ai mis un autre exemple d'onde de, 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 d'anomalie énorme de la représentation, hein. Ici, on voit bien déjà que c'est pointu. Mais comme je vous l'ai dit, c'est souvent V3, V4 ou on tique. Bah là, c'est V2, V3, V4. C'est extrêmement pointu. On dit que c'est comme un stylet, hein, comme une stalagmite. Et le simple fait qu'il y ait des ondes T pointues comme ça, c'est pas un infarctus, ça. C'est plutôt une hypercalémie avec les QRS qui sont en plus larges, étirés. C'est vraiment très, très évident. Vous voyez qu'il a que 6,5. C'est pas forcément très proportionnel à la sévérité. Voilà. Et encore un dernier exemple, hein. Toujours ces grandes ondes T pointues en V3, V4 qu'on va retrouver ailleurs, et ces QRS très distendus, hein, on les a tirés comme ça, vers la gauche, vers la droite. On dit qu'ils sont en lame de sabre aussi. C'est un aspect difficile. Je vous en ai montré trois parce que c'est difficile, l'hypercalémique. Il y a beaucoup de choses à voir, mais je voulais essayer qu'il y ait un point commun sur ces grandes ondes T, que vous ne parliez pas d'infarctus là-dessus, mais que vous évoquiez l'hypercalémie. C'est pas du tout le même contexte, hein. Vous voyez qu'elle est en état de choc là, donc elle ne doit pas pisser depuis un certain temps. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'étais réanimateur. Ça m'a bien aidé quand même à repérer les malades graves. Donc tension à 8, pouls faible, extrémité froide, il circule pas, il va faire une hypercalémie. Euh, je fais vite un électrocardiogramme, je vois ça, je monitore, c'est-à-dire je mets un scope, je mets une perfusion tout de suite et je demande à faire du gluconate de calcium. Euh, Vous ne trouverez pas toujours un médecin capable de vous dire ce qu'il faut faire tout de suite. Donc ça fait partie de l'assistance qu'on attend de vous, c'est-à-dire de connaître des choses sur lesquelles moi j'ai déjà entendu les infirmières me rappeler, non pas comme le gluconate de calcium, mais des fois on travaille ensemble, donc on a plusieurs esprits qui s'ajoutent et c'est bien pratique d'être aidé et même d'anticiper le traitement. Vous voyez qu'il n'a pas d'ANP non plus. Donc hypercalémie, oh là, 9,4, c'est pas bon. Voilà. Donc, on va faire. On a vu des choses très très graves. On est toujours dans le métabolique et médicaments. Et là, c'est un électrocardiogramme que j'ai choisi pour vous, qui est mais, le plus typique de toutes les anomalies métaboliques, qui est non pas le calcium, toujours pas, parce que je pense que c'est pas très important que vous appreniez les hypercalcémies, on n'a pas le temps, mais ça tue pas tout, c'est pas aussi grave que l'hypocalémie. L'hypocalémie ici, on va le voir, vous voyez, la représentation elle est bizarre, là, elle est un petit peu, vous voyez, là c'est plat, là c'est trop long, ça dépasse la moitié de l'intervalle RR, et puis c'est très long, cette onde T, elle est trop longue, très aplatie, et c'est souvent en V3, V4, une fois de plus, qu'on va trouver le S italique couché comme ça, hein. On dirait un S, vous voyez, hein, on dit que c'est un S italique couché. C'est plus un moyen mnémotechnique qu'une vision, mais là, on le voit bien, le S italique couché. Moi, j'ai appris ça il y a 40 ans, ça me reste, j'aime bien l'enseigner comme ça. Et vous voyez qu'il y a une onde U qui va apparaître ici quand on a un petit peu d'habitude. C'est pas l'onde T, c'est après l'onde T, et c'est ça qui allonge le QT. Et le QT est très allongé chez ce patient. L'algorithme vous le donne. C'est assez bon, les ordinateurs, pour les QT. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le QT, mais sachez que c'est vraiment une hypocalémie sévère. Ça se reconnaît avec ces trois signes. La fusion de l'onde T, de l'onde U, l'allongement du QT, le ST- en S italique couché. Les formes intermédiaires sont tout simplement le rapprochement de l'onde U vers l'onde T. Vous voyez, l'onde U grandit et va vers l'onde T. Et là, elle s'est tellement rapprochée qu'elle a fusionné. Et il y a cet aspect en S italique couché. C'est évidemment juste pour votre culture générale. En voici un autre exemple, hein. Je n'ai pas trop le temps de détailler, mais c'est dès qu'on a un tout petit peu le compas dans l'œil, même si je commençais par ici, vous voyez que les QRS sont tous respectés. Il y a une onde P tout à fait normale, c'est pas une hypercalémie, les ondes P sont normales. Il y a une hypocalémie, ça n'affecte que le ventricule et ça donne ce S italique couché. Je retrace pour vous, comme ça, avec un QT extrêmement long. C'est très grave, hein.
là, c'est très très grave. Un QT comme ça, il va se passer des vilaines choses si on ne se dépêche pas d'administrer du magnésium. Là, pour le coup, c'est pas du calcium, c'est du magnésium. Et c'est ça l'urgence de l'hypocalémie. C'est le monitoring, l'administration du magnésium, pas dangereux. Ça fait baisser un petit peu la tension, bon, enfin, au point où il vaut mieux pas qu'il fibrille. Et surtout, si vous voyez des troubles du rythme comme cela, c'est-à-dire des torsades de pointe ou des fibrillations ventriculaires. Parfois, vous voyez, c'est pas si méchant que ça. On le voit ici à gauche, là. Vous avez une hypocalémie un peu bébête, hein, avec le... Bon, là, vous n'avez pas tout le tracé, donc je ne peux pas vous en parler. J'ai pris celui-là parce que je voulais juste vous montrer que on- on- c'est pas à vous d'apprendre à reconnaître l'hypocalémie là-dessus. Mais quand vous voyez ça, il faut vous demander s'il n'y avait pas une hypocalémie sur le tracé de base ou entre les crises. Et à ce moment-là, il faut préparer le magnésium. C'est le traitement d'une IPA en présence d'une hypocalémie qui voit une torsade de pointe. Voilà. Une torsade de pointe, ça fait peut faire convulser, ça peut faire syncoper, ou si elle est suffisamment brève, ça fait rien du tout. Mais il vaudrait mieux qu'elle reste brève, hein. Voilà, donc là, le S italique couché, il y a un diagnostic différentiel, puisqu'on est dans la case 6 des médicaments, c'est l'amiodarone. Voilà. Je ne vais pas vous embêter avec ça. L'amiodarone, c'est le diagnostic différentiel de l'hypokaliémie. La particularité, c'est qu'il n'y a pas d'onde P, vous voyez. L'amiodarone a tellement freiné les ondes P qu'elles sont derrière, elles sont complètement bloquées. Le cœur est lent et il y a les QRS respectés, il y a un aspect un petit peu en S italique couché. Évidemment, je ne peux pas faire une musique avec l'hypocalémie, donc tous les gens sous la ménarande, quand c'est comme ça, voilà, en fonction de la clinique, de toute façon, lui, il est très bradycarde, je vais le monitorer et je verrai après si c'était bien une hypocalémie ou pas. Que vous fassiez du magnésium ou pas à une amiodarone, ça ne lui fera absolument pas de mal. C'est pas grave. Je préfère des fois qu'on administre des médicaments pas graves avant qu'il se passe des choses à des gens, comme de la trinitrine, du potassium, etc., si on a bien fait l'électro de référence et qu'on monitore, plutôt que d'attendre la Saint-Glinguin, le laboratoire, le coursier, le je sais pas quoi. OK? Donc ça, c'est la myodarone. Ça me permet de vous parler des médicaments et d'enchaîner sur les toxiques maintenant, ou pas d'ailleurs, pas forcément. On va commencer par une syncope, je suis un petit peu en retard déjà. La syncope dans sa salle de bain. Cette fois-ci, elle arrive, elle a plus de douleur. La syncope, c'est très bref, elle va très bien, c'est un homme. Et il y a quelque chose qui doit attirer vos yeux. Euh, c'est pas tellement ici, mais c'est là, hein. C'est ce segment ici un peu particulier, qui est pas vraiment un sus-décalage de ST, qui est une onde un petit peu qu'on appelle en dôme, hein, qui elle a eu septième anomalie qu'il faut connaître sur un électrocardiogramme, c'est le syndrome de Brugada. Donc, je ne vais pas vous en montrer plus parce que le temps passe. Le syndrome de Brugada, ça peut être détectable sur l'électro d'accueil, sur l'électro d'une infirmière d'IPA, de bloc opératoire, ou je ne sais pas, ou à domicile. Ce n'est pas un bloc de branche droit, c'est tout à fait anormal. Il n'y a pas d'ondes ici, notamment en V6. Et surtout s'il y a des symptômes, ce bloc de branche pseudo-droit-là doit vous affoler. Je suis obligé de vous en parler parce que ça fait partie des recommandations extrêmement alarmantes quand il y a des symptômes. Si on n'a pas, c'est pas grave, on a le temps, hein. Il a un brouillard, peut-être qu'il l'a depuis la naissance, c'est pas grave, hein. Pas faire flipper les gens avec un Brugada, sinon rien. Mais là, je vous ai passé d'un patient qui a une syncope, et effectivement, tiens, je sais pas ce qui se passe. Il y a, voilà, le Brugada, vous retrouverez la définition. C'est un syndrome avec une maladie génétique sous-jacente, et il y a plusieurs présentations. Je n'ai pas le temps de vous le faire. C'est sur le site internet que vous le verrez. Des fois, le Brugada est très évident, et des fois, il est très subtil. Voilà. Je ne veux pas vous faire peur, mais je fais peur à mes médecins. Des fois, c'est très subtil. Toute la médecine, c'est très subtil. C'est ça le problème. Le problème, c'est de pas faire attention aux symptômes. Bon, lui, il a fait une fibrillation ventriculaire, donc ça a été quand même beaucoup plus facile de le repérer. C'est un petit Brugada de type 1. C'est pour vous en parler sommairement, avant d'attaquer les intoxications. Les intoxications, ça peut aller très vite devenir mortel si vous avez des électros comme ça, avec à la fois de la tachycardie, pas d'onde P, des QRS larges, et cet aspect un peu Brugada en haut là aussi, hein. C'est pour ça que j'ai fait l'enchaînement dans ce sens-là, c'est que
Si vous êtes en présence d'une intoxication et qu'il y a un Brugada, c'est une intoxication très grave. Donc là, c'est pas il n'y a pas de dyscalémie chez ce patient. C'est important de repérer que les QT sont longs, qu'il y a un aspect brugaloïde. Dans un critère d'intoxication, il y a un traitement très spécifique de ces électrocardiogrammes, ça s'appelle les- le bicarbonate molaire ou les sels de lactate molaire. Donc là encore, c'est une innovation qui vraiment est très inquiétante, avec du Brugada au sein d'une intoxication ou un QT long, comme je vous l'ai montré à gauche. Les deux sont extrêmement inquiétantes d'une intoxication qui va être rapidement fatale si on ne sait pas quoi faire. Et si on sait quoi faire, on va le sortir de là. OK? Donc, je vous ai fait un peu peur avec les métaboliques et médicaments, mais je crois que c'est important. On va terminer avec encore une prise de toxique. Des fois, c'est subtil, hein. Ça a l'air gentillet comme ça. Il y a des gens qui meurent parce que il y a une chose qu'on ne fait pas sur un électrocardiogramme, qui est la dernière chose qu'on doit mesurer, c'est le QT. Alors, le QT, ça se mesure chez tous les patients et des fois, c'est pas évident de leur repérer le QT. Vous voyez, ici, si on n'a pas l'habitude et le temps passe, c'est ici grâce à le début du QRS et la fin de l'onde T, vous pouvez prendre V6 en bas tout simplement, mais vous voyez que ici c'est V6, on va un petit peu le sous-estimer. Là, on va bien le mesurer. L'ordinateur le fait bien en général. Et à 60 par minute, ce que vous mesurez, c'est-à-dire 12 fois 5, ça fait 500, c'est grave. D'accord? C'est un QT corrigé, c'est-à-dire le QT qui est rapporté à la fréquence cardiaque de 60. Mais là, c'était pas la peine parce qu'elle est à 60. Pour comparer les QT entre eux, on utilise une formule qui transforme le QT mesuré en fonction de la fréquence avec un QT corrigé. Et 500, c'est vraiment, vraiment le chiffre à retenir pour une IPA. Un QT supérieur à 500, c'est vraiment inquiétant, surtout sur une intoxication ou des prises de médicaments multiples ou je ne sais pas quoi, mais tous les QTC à 500, surtout même s'il est calculé par l'ordinateur, demandez de l'aide. Alors après, il y a des faux positifs, des faux négatifs, etc. Et moi, c'est pas mon boulot de vous expliquer les finesses du QT corrigé. C'est de vous dire que 500, c'est vraiment très inquiétant et ça doit faire évoquer une intoxication. Que ce patient qui a une syncope, vous voyez, c'est le dernier ECG, je crois qu'on est un petit peu en retard. Vous allez avoir la dernière anomalie qu'il faut connaître, ce sont les anomalies de l'électrogénèse. Chez des sujets jeunes, c'est très rare, bien sûr, hein. Ça peut être des sportifs ou pas. Ça peut commencer même plus tôt, avant 18 ans, hein, les formes graves de mort subite récupérée ou de ronflements nocturnes très paradoxaux avec des pauses très longues et des gaspings, ou alors tout simplement, bah, on ne sait pas pourquoi il est tombé par terre. Il était là, puis il n'était plus là. Ça n'a pas duré longtemps, docteur. Alors, il n'y a rien de pire qu'une syncope parce que ça ne dure pas longtemps et derrière, les gens vont bien. C'est plus grave qu'une intoxication parce que derrière une intoxication, ils restent pas bien. Mais la syncope, les gens récupèrent. Et les gens croient que c'est pas grave. Mais vous avez eu la chance une fois, vous l'aurez peut-être pas deux fois, hein. Ce patient a un QT extrêmement long à 560 millisecondes. En plus, il a une bradycardie, donc il faut corriger un petit peu, mais peu importe. Il faut que votre œil soit apprenne à lire l'algorithme de l'ordinateur, soit s'entraîne à voir que cette onde est beaucoup trop loin du QRS, soit qu'elle le mesure soi-même. Il y a trois façons de faire. Elle a l'habitude, la mesure, l'ordinateur. Mais ça, c'est un QT congénital assez typique. Donc, sur une syncope, mesurez les QT. Et je crois qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je crois que vous devez en avoir ras-le-bol. Je comprends. Je vais donc quand même vous rappeler, en conclusion, les 7 points que je vais essayer de vous apprendre, à savoir que quand on attaque la question de la repolarisation, on commence par se demander si c'est pas une normale ou une variante. Si le patient n'a pas de symptômes, il ne faut pas s'affoler. C'est probablement une normale ou une variante s'il n'y a pas de symptômes de médicaments, de toxiques ou d'anorexie mentale ou je ne sais pas quoi, moi. Ensuite, si au contraire on est dans un contexte très stressant, oxygène, sepsis, hémoglobine, tachycardie, très probablement les troubles négatifs de la repolation sont secondaires, pas positifs, hein, négatifs. Si ensuite vous voyez des QRS animaux soit trop amples, soit trop larges, c'est probablement des anomalies secondaires avant de s'exciter avec l'hypokaliémie ou l'infarctus ou la péricardie.
On va le chercher aussi, mais il faut raison garder et se dire que l'explication sera peut-être que ce sont des anomalies secondaires. Ensuite, en contexte évocateur, hein, dyspnée, syncope. Les gens oublient que la syncope peut être révélatrice d'un infarctus. Dyspnée, syncope, douleur thoracique, ça peut être révélateur d'un infarctus. Et l'infarctus, vous avez vu que c'est pas la même démarche. On va d'abord chercher les ST+, même minimes, à des endroits où il faut pas. Et ensuite, on va chercher des ST-, même minimes, à des endroits où il faut pas, car il n'y a pas de ST- sur un ECG, sauf s'il y a des anomalies secondaires. Enfin, la péricardite épanchement, c'est beaucoup plus rare. C'est un diagnostic plus difficile. Ça ressemble beaucoup à l'infarctus ST+. Et je dirais que si vous avez vu du ST+, vous passez la main. Sachez que ce sera peut-être l'explication finale. Mais vous dites, oh là là, ce patient, il a une repolarisation avec un ST+, je demande un avis. Dans le métabolique et dans le médicament, vous êtes parfois au premier rang. Parfois, il n'y a personne autour de vous. Vous êtes en salle, vous êtes à domicile ou c'est une prescription à distance. Vous vous retrouvez avec parfois des médecins qui ne savent pas bien les lire. Donc, il va être important que vous évoquiez les troubles métaboliques, les troubles toxiques, avec les signes que nous avons vus et que je vous demanderai de revoir, ou d'aller sur YouTube à la formation ECG hypocalémie ou ECG hypercalémie ou ECG toxique. Il y a 3 formations. Évidemment, il faut déjà digérer tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et enfin, les anomalies primaires de l'électrocardiogramme sont les anomalies de l'électrogénèse avec les QT longs et les Brugada. Voilà. Pour ma part, je vous remercie. Je vous renvoie à un petit travail que je vous demanderai de faire qui est en libre accès sur le site internet iCardiogramme. Je vous ai ouvert un quiz repolarisation de niveau 1, c'est-à-dire le basique. Vous relirez, vous réécouterez cette formation et puis vous irez ensuite vous tester. Je crois que il faut s'entraîner, hein, à ces 7 cases qu'il faut essayer de remplir et trouver. Souvent, la clinique vous oriente et je crois qu'il faut que vous vous entraîniez. Sur YouTube, bon, le livre, je l'ai mis pour ceux que ça intéresse, mais sur YouTube, il y a déjà une playlist assez conséquente. Il y a de quoi franchement vous intéresser à tout. Et moi, je crois que j'arrête mon partage. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Sachez que j'ai eu plaisir à faire ça, mais que c'est fatigant de vous préparer tout ça. Et je vous remercie pour votre attention.